Bon, bien, merci de nous rejoindre si nombreux pour cette avant-dernière session de la journée. On est très content de reconduire cette session. Conseil de CTO et si c'était à refaire, un moment de partage et de retour d'expérience de la part de deux leaders techniques expérimentés qui vont livrer leur vision du métier de CTO et nous partager voilà, leurs apprentissages, ce qui a marché et notamment aussi ce qui a moins bien marché pour eux. Donc pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Akane Babil et Ludovic Bailly, qui, Bonjour. bon, qui sont respectivement CTO et CIO de ChargeMap et perfectstay.com. Et messieurs, je vais vous laisser vous présenter. Ok, donc bonjour, moi c'est Akane Babil, je suis directeur technique et fondateur de ChargeMap. Pour ceux qui ne connaissent pas ChargeMap, on a trois activités, hein. Notre première activité, qui est notre activité, on va dire, historique, c'est la géolocalisation de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Alors on édite des applications sur tous les stores, des applications qui sont communautaires. On a aujourd'hui 2 millions d'utilisateurs sur nos apps. Notre deuxième activité, c'est une activité qu'on appelle EMP. Alors pour la faire assez courte, les bornes de recharge que vous voyez dans les centres commerciaux ou ailleurs, en fait, sont opérées par des sociétés et il y en a des milliers en Europe. Et donc nous, on propose une carte, un moyen d'authentification et de paiement qui est unifié, qui permet de payer partout. Et enfin, donc c'est assez pratique pour nos utilisateurs qui reçoivent une facture en fin de mois et ils peuvent charger partout, en fait, en Europe et dans le monde d'ailleurs. Et puis notre troisième activité, c'est une activité qui est plus à destination des entreprises, plus une activité B2B. Et là, en fait, on aide les entreprises à faire leur transition sur l'électrique, sur les véhicules électriques. Donc, on va leur donner des outils de monitoring qui vont pouvoir suivre l'usage de leurs véhicules, de l'énergie qui est rechargée, etc. Et puis aussi, suivre et superviser les bornes de recharge qu'ils vont installer chez eux, c'est-à-dire au bureau ou chez le collaborateur. Donc, en fait, on a on est vraiment dans la mobilité électrique durable, voilà. Bonjour à tous. Merci pour votre présence. Donc moi c'est Ludo, je suis cofondateur et en charge de la tech chez Perfectstay. Donc Perfectstay est une entreprise qu'on a fondée à 4 en 2016 dans un garage. Bon, ça s'invente pas, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, quelques années plus tard, on a 120 collaborateurs. C'est de la prochaine. Ouais. Donc on a 120 collaborateurs, on a fait un chiffre d'affaires de un peu plus de 130 millions en 2023 et désormais on est en croissance rentable. Notre activité elle est B2B2C, donc on fabrique des voyages à destination de grandes marques. Donc on va éditer par exemple le site La Collection Air France. Je ne sais pas s'il y a des utilisateurs ou des consommateurs dans la salle de La Collection Air France, Emirates Holidays, Transavia Holidays. On publie aussi nos offres sur les marketplaces. On est premier fournisseur de voyages à l'étranger chez VP, chez Cdiscount, chez Showroom Privé. Et on opère des départs depuis les principaux pays européens. Voilà pour l'activité Perfectstay. Et je suis aussi utilisateur avec plaisir de ChargeMap avec ma carte dans la poche. Impeccable. Merci messieurs. Du coup, Ludovic, je voulais commencer avec toi avec un sujet qui est clé pour beaucoup de nos startups, qui est le sujet des ressources humaines. On dit beaucoup que le succès d'une startup ou sa capacité à lever des fonds dépend grandement de son équipe. On a aussi beaucoup de CTO qui galèrent parfois à recruter les bons profils. Donc, ma question pour toi, c'est quelles sont les bonnes pratiques ou comment vous abordez le recrutement chez Perfectstay pour avoir les bons profils? Oui, en effet, c'est une excellente question. Donc en fait, je dirais passer 4 ou 5 développeurs, les enjeux, ils sont plus humains que technologiques. Et donc le recrutement est clé pour contribuer à constituer son équipe. Et moi, je fais souvent le parallèle entre une équipe tech et un écosystème. Vous devez tout faire pour que votre écosystème se développe. Et l'objectif, c'est que ce soit le printemps, avec des jolies fleurs, en permanence dans votre équipe. Et donc pour ça, au fil du temps, on a mis en place un processus. Et ce processus, alors déjà, on a un rythme de travail qui est hybride. Donc on a une partie du temps en télétravail et une partie du temps au bureau. Et donc dans le process, c'est indispensable que le candidat ait vu au moins une fois nos bureaux, se soit déplacé et vu l'ambiance de travail et la façon dont on est organisé. Et en fait, moi, je vais déléguer le recrutement dans un premier temps au tech lead de l'équipe. On a 4 équipes, donc je vais déléguer au tech lead de l'équipe et au product owner, plus une recruteuse en interne pour faire le premier niveau et le filtrage et les premiers entretiens.
Et moi, je vais arriver vraiment en toute finale pour avoir une petite discussion ainsi que notre DRH avec le candidat. Et au cours de ces différentes étapes, il y a aussi un élément qui est indispensable, c'est le test technique. Alors le test technique, je sais qu'il y a beaucoup d'options, de façons de faire. Nous, on a choisi de faire sur place quelque chose qui va prendre 1 heure au développeur, qui soit pas trop compliqué, mais vraiment un cas pratique, quelque chose qu'on pourrait faire au quotidien dans l'équipe et qu'on va adapter bien sûr en fonction du profil et du poste qu'on veut récupérer. Donc une partie test technique pour aller valider les hard skills, et puis on va compléter aussi par une mise en situation, plus pour aller voir la personne quand on la confronte à une code review, qu'on va pouvoir faire des critiques sur son code en lui disant bah tiens ça pourquoi tu as fait comme ça, explique-moi et pourquoi tu n'as pas fait cette technique là, voir comment la personne va se comporter dans un environnement, enfin disons dans l'équipe. Voilà les conseils principaux sur le recrutement. C'est un process bien huilé du coup. Ouais. Akan, maintenant je me tourne vers toi. Toi, tu as fait finalement en tant que co-founder, tu as fait passer à l'échelle une équipe de 2-3 personnes à une équipe assez nombreuse aujourd'hui. Donc, est-ce que l'approche du recrutement a évolué chez ChargeMap entre les débuts et puis maintenant? Oui, tout à fait. Alors déjà, je voudrais dire qu'on a des process de recrutement qui sont assez similaires. Donc voilà. Cela dit, effectivement, nous, on a aussi commencé à 3 dans 40 mètres carrés. Aujourd'hui, on doit être une 25 personnes à peu près dans l'équipe tech chez ChargeMap avec une forte croissance. Je pense que effectivement, on a tout au long de la vie de cette société, on a recruté un peu différemment. Dans la phase d'amorçage ou en tout cas de démarrage, on cherchait vraiment 3 caractéristiques chez nos candidats. La première caractéristique, ça va être la pluridisciplinarité. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va travailler sur plein de sujets différents. On va faire du back, du front, on va faire du mobile, on va faire du référencement. Donc, on va chercher de la pluridisciplinarité. On a aussi cherché des gens qui avaient un peu de bouteille, alors un peu d'expérience pour éviter de faire des erreurs, on va dire, de jeunesse, entre guillemets. Et puis, la troisième caractéristique qu'on cherchait, c'était vraiment cette capacité à s'adapter, à être créatif, à être ingénieux, parce qu'on va résoudre des problématiques. On doit savoir prendre des trade-offs des fois, donc voilà. Donc ça, c'est, on va dire, les premiers recrutements. Ensuite, quand on a construit cette ossature de l'équipe, ce qu'on va aller chercher, c'est plutôt des profils. On peut aller chercher des profils un peu plus juniors qui vont accompagner la croissance de l'entreprise. Et moi, mais c'est une conviction personnelle, je pense que l'entreprise doit même, après, à un moment donné, elle doit faire jouer son rôle social et pourquoi pas recruter des éléments qui seraient en reconversion, par exemple, voilà, si on peut les accompagner, si on peut, voilà, je pense que c'est aussi le rôle social de l'entreprise d'accompagner ces personnes-là. Voilà, tout à fait. Ok, donc on va dire un recrutement qui a évolué au cours du temps. Je voulais aussi ton avis sur l'externalisation de certaines tâches. On a travaillé ensemble, donc on a fait appel parfois à des partenaires intégrateurs pour venir vous aider sur les sujets. Comment tu gères justement le trade-off entre externaliser certaines tâches ou internaliser la compétence? Ouais, donc bon, après ça c'est une question de politique, hein. Nous on a choisi chez ChargeMap d'internaliser tout ce qu'on considérait être notre cœur de métier. C'est-à-dire quoi le cœur de métier? C'est à partir du moment où on trouve une borne de recharge sur l'application jusqu'au moment où on va charger et recevoir sa facture, on a décidé de l'internaliser. D'accord? Ça c'est un choix politique que nous on a fait de notre côté. Cela dit, il y a quand même des choses qu'on externalise. Surtout avec la croissance. Les 2 choses qu'on va externaliser, c'est tout ce qui n'est du coup pas notre cœur de métier, donc des éléments marketing, par exemple de présentation d'une app, d'un service ou d'un site, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on va externaliser parce qu'il n'y a pas de plus-value à le faire nous. Et puis la deuxième chose, c'est quand on n'a pas la compétence en interne, c'est-à-dire que des fois, on va travailler sur des sujets qu'on ne maîtrise pas et on va essayer de se former et des fois, ça ne suffit pas. On a besoin d'être accompagné par des gens qui sont des experts. Donc, on a eu l'occasion de travailler avec Youssef, notamment dans le cadre de financement d'innovation chez nous. Et donc, on va essayer d'internaliser ensuite cette compétence-là. Ça, c'est la stratégie chez ChargeMap. Génial, merci Akane. C'est pour ça qu'on a tant de partenaires aussi qui sont présents aujourd'hui sur le Summit. Ludovic, je voulais aussi ton avis sur la partie fidélisation des talents, parce que recruter, c'est une chose, retenir les talents, c'est aussi important. Est-ce que vous avez une approche particulière chez Perfectstay? Alors c'est sûr que c'est une excellente question. Donc il y a des fondamentaux, bien sûr, c'est avoir un bon salaire, des bonnes conditions de travail, des bureaux qui soient agréables.
Pas hésiter à dépenser dans le poste de travail d'un développeur. Un MacBook Pro, ça peut être 2500 euros. Bon, ben voilà, c'est des investissements qu'il faut faire. Mais au-delà de ça, on l'a vu, on met beaucoup d'efforts à recruter. Donc ensuite, il faut retenir les personnes dans l'entreprise. Et pour moi, ça va passer donner la confiance, accorder sa confiance à son équipe, être en support, pouvoir être à leur écoute. S'il y a des besoins particuliers ou des nouveaux outils à intégrer, des process à modifier, bah, en fait, être collaboratif, embarquer votre équipe avec vous pour ne pas prendre une décision qui soit unilatérale. Il est aussi nécessaire de communiquer avec vos équipes, expliquer les décisions. C'est-à-dire que bon, il y a le COMEX, évidemment, on peut prendre un certain nombre de décisions. Et on est une start-up, les choses évoluent vite. Un contrat peut arriver en chasser un autre. On peut passer d'une idée à une autre assez rapidement. Et donc, il faut s'assurer que ce soit bien compris par les équipes. Et donc, passer du temps, expliquer les choix, pourquoi, la stratégie de l'entreprise. C'est des points assez clés. Et ensuite, il y a tout le côté reward du travail qui est fait. Donc, pour ça, nous, on va dire 3 à 4 fois par an, je réunis 100% de mon équipe tech en off-site et on va passer une journée ensemble pour faire une rétrospective globale de tout ce que l'équipe a fait. Donc, ça permet de mettre en avant le travail de l'ensemble des personnes de mon équipe, voir ce qui s'est passé, discuter de nos process, faire des rétrospectives et une amélioration continue. Ça passe aussi par les tâches techniques, donc variées. Si un développeur fait pendant 2 sprints des choses pas super intéressantes, bah, assurez-vous que les sprints suivants, vous allez lui confier des tâches plus intéressantes pour varier les sujets et apporter de la diversité et du challenge en permanence. Et par exemple, en ce moment, bon, bah, c'est le sujet, je pense que vous l'avez vu partout, la GenAI. Bon, pour Perfect c'est un enjeu qui est assez clé. Moi, mon objectif, c'est de transformer Perfect et de faire Perfect augmenter avec de la GenAI. On ne va pas le faire du jour au lendemain. Et aujourd'hui, on a quelques personnes dans l'équipe qui vont travailler sur ces sujets-là. Par exemple, on dépense plusieurs centaines de milliers d'euros par an pour fabriquer nos contenus de nos fiches produits, les descriptifs. On travaille avec des journalistes. Eh ben, l'idée, c'est de voir si avec de la GenAI, plus des contenus un peu plus bruts, on ne serait pas en mesure de fabriquer automatiquement nos contenus. On doit aussi traduire dans énormément de langues. Par exemple, quand on se déploie à l'étranger et qu'on ouvre un nouveau pays dans lequel il y a une nouvelle langue, ben juste la partie contenu, c'est presque un investissement de 100 000 euros. Si demain on utilise Bedrock, Cloud 3 et puis des techniques comme celle-ci pour aller industrialiser cette partie, ben vous voyez immédiatement les coûts que ça peut nous épargner. Il y a toute la relation client. Aujourd'hui, on utilise déjà l'API de ChatGPT dans nos outils de CRM pour que les réponses que l'on fasse à nos clients passent par cet outil-là, juste pour être réécrit, corriger si besoin les fautes de grammaire et d'orthographe, et donc ça va améliorer la qualité de nos échanges et de notre relation client. Bon, il y a bien sûr tous les chatbots. Je suis inspiré aussi par les solutions Amazon Rufus que j'ai découvert récemment. D'accord. Et donc ça va être des features plus sur l'expérience client, comment nos clients interagissent avec nos fiches produits. Eh bien, via un chat, on pourrait dire je cherche un hôtel adapté aux familles, plutôt situé proche de la plage avec telle activité, et ça va faire un filtre. Au lieu d'être comme sur un booking.com ou un Expedia de mettre ces filtres, grâce à la GenAI, on va pouvoir faire ce genre de choses. Et ce que tu veux dire par là, c'est que en fait, la fidélisation, ça passe aussi par travailler sur des projets innovants et intéressants. Vous avez ce même retour, toi, Hakan? Ouais, bah, écoute, je pense que Ludovic a pas mal résumé la situation. Je pense qu'il y a tout le package de base que toutes les entreprises proposent aujourd'hui, hein, surtout après le Covid, le télétravail, les conditions de travail qui sont sympas, le bon matériel. Moi, je pense que j'aimerais insister sur 2 autres points, puisque Ludovic a quand même bien résumé les choses. Je pense que, alors, je prends l'exemple de ChargeMap, mais ChargeMap, on travaille sur un secteur qui est vraiment porteur de sens, la décarbonation des mobilités, l'écologie, le rapport qu'on peut entretenir avec l'écologie, avec l'environnement. Donc c'est quelque chose qui, si dans vos activités, vous avez ce genre de chance, c'est aussi un élément qui est différenciant. Nous, on a des gens qui ont postulé chez nous et qui restent chez nous par conviction, en fait. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis l'autre chose, c'est que je pense que fondamentalement, les développeurs, si on parle spécifiquement de l'équipe technique, je pense qu'ils doivent faire des choses qui les passionnent, en fait. Les choses dont ils sont fiers, en fait. Donc, on essaie de les faire travailler sur les dernières technologies, sur des trucs qui les intéressent. Sur les dernières années, on a fait du Kotlin multiplateforme, de l'Android automotive, donc on est dans la voiture.
On teste des choses à l'intérieur de la voiture, du Android Auto, du CarPlay, on a fait du Terraform, enfin on a fait de l'infrastructure as code, du serverless. On travaille aussi, cette année, on va aussi mettre un focus sur l'intelligence artificielle et le machine learning. Donc c'est des sujets qui doivent finalement les passionner, et ça tombe sous le sens en fait, c'est logique. Donc innover et être sur les technologies, les dernières technologies pour retenir les talents. Ça me permet de vous poser la question sur les choix architecturaux justement que vous avez faits. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et surtout quelles sont les leçons que vous en avez tirées et ce que vous en avez appris? Je ne sais pas qui veut prendre la question, Ludo. Je peux commencer si tu veux. Vas-y, je veux, Akane. avec Ok, plaisir. très bien. Ce que je dirais là par rapport à ces choix, déjà on a les choix logiciels, on va dire, hein, l'architecture qu'on va logiciel. Chez ChargeMap, nous on a commencé avec un monolithe. Hein, pourquoi? Parce que ça nous permettait d'aller extrêmement vite. Ça nous permettait d'avoir un time to market qui est assez court finalement quand on voulait tester des solutions. On avait un monolithe avec beaucoup de choses qui étaient auto-générées avec des ORM, etc. Et puis à un moment donné, on arrive à une certaine limite. On a besoin de faire de plus de souplesse, on a besoin de plus de performance, on a besoin de... etc. Et donc là-dessus, on a switché sur du microservice. Aujourd'hui, chez ChargeMap, on a à peu près un écosystème de 80-90 microservices, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est pour la partie logicielle. Donc d'abord un monolithe, puis quelque chose d'un peu plus souple, d'un peu plus performant. Et puis pour la partie architecture, ce qu'on va dire, c'est que infrastructure, on a essayé beaucoup de choses, hein, du virtualisé, du dédié, on a même fait du vSphere, donc du private cloud. Et en fait, on a trouvé un fonctionnement qui, je pense, est intéressant pour des startups ou pour des gens qui commencent. C'est vraiment les fonctionnements en mode PaaS, donc Platform as a Service. Ça, on l'a utilisé pendant 5-6 ans. On en était assez content. Et encore une fois, on trouve à chaque fois une limite technologique à ces outils-là. Et là, en ce moment, on est sur du AWS ECS sur EC2. On teste du Fargate aussi. On va tester. Mais dans l'idée, c'est un peu ça, ouais. On a toujours un petit peu été dans l'écosystème quand même AWS avec du RDS, des bases de données managées, du S3, SQS SNS quand on est passé en microservice. Voilà, donc ça a été vraiment... il faut savoir s'adapter aux besoins et au business de l'entreprise. Et au passage à l'échelle, Ludo, toi, tu as un retour d'expérience là-dessus aussi? Oui, absolument. Ce qui est important quand on va créer les premières briques techniques de l'entreprise, c'est d'avoir la vision de l'entreprise, puisqu'on va choisir la techno en fonction de la vision, et nous, les contraintes, donc c'est de la vente flash dans le domaine du voyage, donc ça veut dire prendre des pics de charge très importants, et donc ça va guider les choix initiaux qui sont toujours d'actualité. Et donc c'était en 2016. En 2016, chez AWS, il me semble, c'est le début du serverless, donc ça c'était un choix hyper clé. J'étais seul au démarrage de PerfectStay sur la partie back, donc je me suis dit déjà, je vais me décharger de toute la partie infra, mais le maximum possible. Démarrer une instance EC2 ou un cluster, pour moi c'était déjà un peu trop bas niveau, donc le serverless, parfait. Ça permet de scale de façon quasi infinie, sans se préoccuper de la partie vraiment administration. En 2016, je me suis quand même confronté à un certain nombre de difficultés, puisque c'était assez naissant. Je vais vous donner un exemple. Donc on a CloudFront pour la distribution du contenu, et puis on utilise React pour la partie front, et on fait du React Server, du server-side rendering pour la web perf. Et le server-side rendering, il peut y avoir 3 versions, desktop, mobile ou tablette. Et donc on a CloudFront qui va appeler l'API Gateway, et qui ensuite, l'API Gateway va appeler la fonction lambda qui va faire la génération pour le bon device. Le problème, c'est que au départ, donc, comme on a CloudFront puis l'API Gateway, et l'API Gateway faisait que notre système en back voyait systématiquement un desktop et pas le device de l'utilisateur. Donc on n'a pas été capable pendant plusieurs mois de faire notre rendu côté serveur. Mais les technos, en fait, quand on fait le pari du serverless chez AWS, c'est le pari aussi que les choses vont évoluer dans le temps. On va essuyer quelques plâtres, mais à la fin, on va y gagner énormément. Donc ça, c'était un choix assez... Et du coup, ouais, juste du coup pour synthétiser là, si je comprends bien, toi ce que tu dis c'est il vaut mieux investir du temps au début, même si c'est pas forcément aisé à mettre en place, parce que ça va nous faire gagner du temps par la suite comme ça, sur l'utilisation serverless. Exactement, ça va vous épargner aussi une réfacto technique. Si on devait sortir du serverless et passer sur du Docker ou je sais pas trop quoi, nécessairement, ça va être du temps qu'on va faire prendre sur nos équipes de dev pour faire des tâches techniques. Et ça sera au détriment exactement de ce que tu disais, moins de features business. Et la finalité, c'est quand même de produire des features business. Donc c'est pour ça que
ce genre de pari qu'on peut faire. On a fait aussi le pari de React en 2016 avec le Virtual DOM, la gestion du state. Bah là, c'est pareil, si on refait l'histoire en 2016 de React, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais on parlait à l'époque de la JavaScript fatigue, tellement toutes les semaines, il y avait un nouveau framework, un nouveau truc, une nouveauté. Et donc ça, je ne regrette pas du tout le choix. C'était un choix qui était audacieux à l'époque, mais ça s'est accompagné régulièrement de mise à jour, de librairies, de stack. Bon, voilà, D'accord. c'est des choix. On arrive déjà presque à la fin du temps. Du coup, j'allais vous demander chacun, peut-être, si vous avez un dernier conseil, ou pour résumer, s'il y avait un conseil que vous vouliez partager, qu'est-ce que ça serait? Akan, si tu veux commencer. Ouais, je pense que, en fait, ce qui est important de dire, c'est que quand vous montez une boîte, une startup, il y a tout un tas de paramètres sur lesquels vous n'avez absolument pas la main. La législation, vos concurrents, un certain nombre de trucs dans ce genre qui peuvent être un peu pénibles. Par contre, la chose sur laquelle vous avez vraiment la main, c'est les gens avec qui vous allez travailler, les gens que vous allez recruter. Donc c'est important de mettre en place les bonnes personnes aux bons endroits, aux bons postes dans l'entreprise. Avoir un associé avec qui vous êtes compatible, je pense que c'est... Enfin, si vous vous associez, c'est bien. Avoir un associé avec qui vous êtes compatible, c'est excellent. Un DAF ou un expert comptable en qui vous avez une confiance absolue, mais alors absolue, parce que ça peut cracher une boîte. Des collègues et surtout des gens que vous allez recruter, sur qui vous allez pouvoir vous reposer finalement, vous allez pouvoir déléguer des choses. Et finalement, c'est ces gens-là, ces hommes et ces femmes, qui vont mettre en place des process, qui vont utiliser des technologies, et puis ça va vraiment façonner la suite de votre aventure en fait. Donc, les recrutements, c'est vraiment, je pense, un des éléments les plus importants en fait, sur lesquels vous avez la main en fait. Voilà. Merci, Bon, c'est Akan. un peu cliché, mais voilà, c'est la réalité. Donc, Mais moi, je dirais que en tant que CTO, votre équipe, elle aura plus de demandes que de capacité à produire. Donc, focalisez-vous sur vraiment votre cœur de métier, délivrer des features business. Et pour ça, l'infra AWS, vous pouvez y aller, vous reposer, ne gérez pas ça en interne. N'allez pas déployer une base de données Postgres sur une instance EC2. Passez sur du RDS, ça va vraiment vous changer la vie. Euh, et donc, déléguer au maximum aussi si des API tierces peuvent vous rendre des services du type une API pour authentifier vos utilisateurs. Évitez d'écrire ça en interne. Allez chercher une API externe. Ça va là aussi vous épargner pas mal de soucis, notamment des aspects de sécurité. Et enfin, je rejoins complètement Akan sur la partie ressources humaines. Je dirais, chérissez votre équipe au quotidien. Et pour ça, n'hésitez pas aussi à travailler avec vos ressources humaines. C'est un allié pour vous, pour le recrutement, pour la fidélisation et voilà, pour le bien-être de votre entreprise. Merci Ludovic, merci Akan, merci à tous pour votre attention. On va passer le QR code juste maintenant si vous voulez noter la session et puis à très vite.